Avant de commencer, réitérer mes remerciements pour l'organisation de cette journée au Centre Droit Comparé, et en particulier pour le sujet, parce qu'il est vrai qu'en Andorre, l'influence française en général, l'influence juridique en particulier, depuis quelques années diminue, au dépit de certains, dont moi. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour l'Andorre, je me situe du côté andorran, que cette influence perdure. Je crois que M. Pastor vous a expliqué justement la force du droit andorran qui vient du fait qu'on puisse comparer des solutions différentes entre le droit français et le droit espagnol et en tirer une synthèse. Et il est vrai que depuis quelques années, certaines ont l'impression que le droit français, malgré tout, se dilue, ou du moins son influence. Cette influence, elle est ancienne. Alors, on vous en a parlé depuis ce matin, des fameux pareages. Et c'est vrai que c'est là qu'elle trouve sa source, puisque finalement, les seigneurs, ils se sont séparés, ou ils se sont répartis plus exactement les pouvoirs entre eux en 1278, et ils ont commencé à agir, peut-être un peu plus, puisqu'il était plus proche, le coprince épiscopal, l'autre un peu moins, et basiquement, pour employer un terme très générique, à travers ses fonctionnaires ou à travers ses agents. Difficile de parler de fonctionnaires au Moyen-Âge, à travers ces agents qui agissaient en Andorre et qui difficilement pouvaient s'abstraire de leur connaissance et de ce qu'ils savaient. Phénomène qu'on trouve encore aujourd'hui avec la présence des magistrats ou professeurs français ou espagnols. Cette influence qui vient des deux côtés, il faut aussi bien comprendre qu'elle a été acceptée, sinon voulue, par les Andorrans. Un professeur d'histoire du droit catalan qui citait dans une préface d'un livre d'un juge délégué d'appellation, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'était le juge délégué d'appellation, qui c'était un décret de 1753 du Conseil général andorran. Alors le Conseil général, c'était le Parlement, mais qui à cette époque-là n'avait des pouvoirs que sur la terre ou sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les affaires économiques. Et dans ce décret, en 1753, le Conseil général recommandait aux juges, en cas de lacune du droit andorran, donc il y en avait déjà, de se servir soit du droit français, soit du droit espagnol. On disait le juge délégué d'appellation, parce que M. Pastor vous a expliqué l'organisation juridictionnelle actuelle de la principauté d'Andorre, mais pour bien comprendre, il faut connaître l'organisation juridictionnelle pré-constitutionnelle. Et là, je crois que ça met en évidence l'influence des deux droits et ça explique pourquoi les droits français et espagnols ont une telle prégnance en principauté d'Andorre. Avant la Constitution, il y avait deux baillies. Une qui était nommée par le coprince français et une par le coprince épiscopal. Il y avait d'abord un seul magistrat, puis, dans les temps plus proches de la Constitution, deux juges ou deux magistrats, j'emploie plutôt la terminologie française, à ce niveau-là, donc qui étaient nommés par les coprinces. Au milieu, je dis au milieu parce qu'il y avait trois instances. Il y avait un juge délégué d'appellation, celui dont je parlais tout à l'heure, qui lui était nommé à vie, soit par un coprince, soit par l'autre. Et en haut, il y avait deux tribunaux supérieurs, un de la Mitre et un de Perpignan. Le tribunal du coprince français qui était à Perpignan et celui de la Mitre qui siégeait en Andorre. Celui de Perpignan siégeait à Perpignan. Il faut bien comprendre que la structure qu'on a aujourd'hui, quand Père Pastor expliquait, c'est la coutume d'avoir des magistrats étrangers, elle vient de cette époque-là. C'est-à-dire déjà à l'époque, au niveau des bails, c'était des Andorrans. Au niveau du juge délégué d'appellation, c'était un magistrat étranger. Donc, quand il était nommé à vie, évidemment, il avait une importance, puisqu'il restait pendant 20 ans, 25 ans. Dans les derniers temps, ils étaient nommés alternativement chaque 5 ans, plus à vie. Et en haut, deux tribunaux supérieurs, mais autant le juge délégué que les tribunaux supérieurs, c'était tous des magistrats ou des avocats dans le cadre du tribunal supérieur de Perpignan, qui étaient
soit français, soit espagnol, catalan, qui n'était pas andorran. Et donc, il est évident que quand on parle du droit andorran, on ne peut pas laisser de côté la structure des tribunaux jusqu'en 1993. Pour la tradition juridique française, le pivot, ça a été le tribunal supérieur de Perpignan qui avait été créé en juillet 1888. Alors là aussi, Père Pastor, il vous a parlé d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jugements, ils sont rédigés en catalan. Mais il faut savoir que le tribunal supérieur de Perpignan, jusqu'en 1993, il a rédigé les jugements en français. Ces jugements sont publiés d'ailleurs par l'Institut d'études andorranes. C'est l'ancien président du tribunal supérieur du Cour-Prince français, qui était aussi président du tribunal de grande instance de Perpignan, avec son greffier en chef, M. Pigot et Martin Meffrin, qui ont fait la publication de tous ces jugements et qui étaient tous rédigés en français. Et ça allait beaucoup plus loin. C'est qu'on plaidait en français devant ce tribunal-là. Quand j'ai commencé à exercer mes fonctions d'avocat en Andorre, là, au bout de 3 mois, il y avait une audience du tribunal supérieur et beaucoup de mes confrères m'ont dit « Ah ouais, mais toi, c'est bien parce que toi, tu parles français, prends nos affaires et va les plaider toi. » Et donc, là, ça faisait 2 mois que j'étais avocat. Tout jeune avocat, j'avais 6 affaires, 1 à moi et 5 à des confrères. Et je suis allé les plaider tout en français parce qu'on était sûr que le tribunal supérieur, qui était composé de magistrats français et d'avocats français, comprenne le français. D'ailleurs, des 6 affaires, j'en ai gagné 5, celle de mes confrères, et j'en ai perdu 1, c'était la mienne. Ce qui m'a donné un sentiment d'humilité de suite. Ce problème, au niveau du tribunal supérieur, il était répercuté au niveau des baillis. Tout à l'heure aussi, Pierre Pastor disait, oui, dans la loi sur la justice, il est prévu, pour recruter les magistrats, qui doivent avoir une maîtrise en droit, puis être des personnes d'une certaine rectitude, honnêteté. Ça n'a pas été inventé au moment de la Constitution, c'est ce qui était dit avant. Et les bails, donc, avant, il n'y avait pas la condition de maîtrise en droit. Donc, c'était des personnes irréprochables, d'une certaine rectitude, ce qu'on peut appeler des pro-hommes. Et ils n'avaient aucune formation juridique. Donc, des deux côtés, dans les deux baillis, il y avait des assesseurs juridiques qui rédigeaient les jugements. Donc, du côté français, des juristes français, il y en a eu 2 en 50 ans, un depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80 et un suivant, donc des années 80 jusqu'aux années 90, la disparition du système. Et du côté épiscopal, il y avait aussi des juristes espagnols qui rédigeaient les jugements. C'est-à-dire que les points d'entrée étaient un peu à tous les niveaux. Ils étaient au niveau de la baillie par l'intermédiaire de ces juristes, au niveau du juge délégué d'appellation qui était un magistrat étranger ou un professeur, dans certains cas étranger, pour le cas catalan, et au niveau des tribunaux supérieurs, parce qu'il est vrai que quand on lit les jugements du tribunal supérieur de Perpignan, on voit bien qu'ils appliquent quand même beaucoup plus le droit français que le droit andorran. Et surtout, quand il y a des lacunes. Les lacunes en Andorre sont évidentes. On vous a parlé beaucoup de textes de droit romain. Tout à l'heure, en plaisantant un peu, je disais il n'y a que les magistrats qui les lisent, c'est les avocats, surtout ceux qui ont étudié en France, le droit romain, c'est pas leur spécialité. On n'a pas de code civil. Et puis, le droit romain, c'est un peu l'auberge espagnole. Quand vous commencez à exercer la profession d'avocat en Andorre, la première chose qu'on vous recommande, c'est aller acheter un dictionnaire de citation de droit romain où pour chaque point de droit, on trouve une solution et son contraire. Et à partir de là, on peut, dans les écrits, mettre ce qu'on veut. Et donc, c'est vrai que tout le monde, finalement, finit par se référer au droit qu'il domine le plus. Et, tout à l'heure aussi, on parlait du droit commun. Mais le droit commun, il y a la définition scientifique qui a été donnée, puis il y a peut-être une définition un peu plus large qui est finalement le droit, aujourd'hui, le droit européen communément accepté un peu par tout le monde. Et souvent, les solutions jurisprudentielles se situent dans cette onde-là, de dire, bon, mais voilà, on a une difficulté, on ne sait pas trop comment la résoudre, qu'est-ce qui se fait en Espagne, qu'est-ce qui se fait en France,
quel est le sentiment européen sur cette difficulté-là? Et c'est la solution que l'on retient bien souvent. Et là, dans ces cas-là, c'est assez bizarre, le tribunal supérieur cite beaucoup moins le droit romain. Sinon, qui fait de grandes circonlocutions, sans aucune citation. On ne sait pas à quel droit il va se référer. Mais ça répond aussi, et il ne faut pas s'y tromper, aux écritures des avocats qui fonctionnent à peu près de la même manière. En continuant sur l'influence juridique et le droit administratif, on en a parlé un tout petit peu. Alors là aussi, il faut revenir en arrière et comprendre pourquoi il y a une telle influence. Et là, c'est vrai qu'elle est plus importante en droit administratif peut-être qu'en droit civil du droit français. D'abord parce qu'avant la Constitution, le Parlement andorran avait finalement très peu de compétences. Et les compétences d'ordre public, elles étaient déléguées à un viguier qui était nommé par le coprince et qui était, dans le cas français, un diplomate français. Dans le cas espagnol, c'était un ancien magistrat espagnol qui avait été nommé à vie. Et il y avait ce qu'on appelait des délégations permanentes, une qui était à la préfecture des Pyrénées-Orientales et une autre qui était près du coprince épiscopal. Les citoyens, lorsqu'ils devaient formuler un recours contre une décision administrative, devaient diriger un recours devant ces délégués permanents. Et bien souvent, c'était devant le délégué permanent à Perpignan, parce qu'il était quand même plus loin de l'Andorre que celui de la Seo d'Urgell. Et donc, le fonctionnaire qui s'en occupait, qui était aussi d'ailleurs le secrétaire, le greffier en chef du tribunal supérieur de Perpignan, ben, c'était un fonctionnaire français, M. Marty Meffrin, qui a fait toute sa carrière à Perpignan et qui donnait des solutions en droit administratif français. Quand par la suite, on a fait un code de l'administration et une commission de rédaction où participaient des magistrats, des professeurs français, et il a été inspiré directement, je crois qu'on peut le dire là, Père Pastor domine beaucoup mieux le sujet que moi, par le droit administratif français. Et ça s'est continué au niveau de la jurisprudence du tribunal administratif dans un premier temps, de la baillie administrative maintenant, et même, je pense, on peut le dire, du tribunal supérieur en matière administrative qui continue à appliquer plutôt des solutions de droit français. Alors, cette influence du droit français qui était, je pense, plus importante il y a quelques années en arrière, elle était déjà critiquée. Alors, on a parlé de M. Ourliac, mais avant M. Ourliac, il y a eu une autre personne qui avait écrit un livre sur la coutume d'Andorre, qui s'appelle M. Bourutaïs, qui a vécu ou qui a parcouru l'Andorre pendant plus ou moins 25 ans, et il a écrit son livre en 1904. Et lui, il avait une double critique, une dirigée au tribunal supérieur de Perpignan, parce qu'il considérait que le tribunal supérieur de Perpignan n'appliquait pas le droit catalan, mais le droit français. Et dans son livre, il explique très bien que le tribunal supérieur de Perpignan, ce qu'il devrait faire, c'est aller relire les arrêts du Conseil du Roussillon, qui, eux, étaient non seulement écrits en catalan, mais en plus faisaient application du droit catalan, et que ça leur permettrait de remplir leurs fonctions telles qu'ils devraient le faire, dans le respect du droit andorran. Et pour revenir un peu en arrière, il critiquait aussi, et c'est l'influence dont je parlais, donc des agents de l'État, des fonctionnaires, en particulier un jugement de 1686, c'est-à-dire bien avant le tribunal supérieur de Perpignan, d'un conseiller du roi qui s'appelait Vital Serré, qui avait fait un jugement directement inspiré du droit français à ce moment-là. Si on revient à l'époque contemporaine, c'est peut-être un peu plus intéressant que parler du XVIe ou du XVIIe siècle, l'influence, bien que diminuée, elle continue. Elle continue pour les raisons qu'on vous a posées avant, c'est-à-dire la présence dans nos tribunaux de plusieurs magistrats étrangers. Et si on prend la période de la Constitution jusqu'ici, en particulier, il y a un magistrat français qui a joué un rôle important, qui a été magistrat à Toulouse, je pense, à Montauban, et qui a été aussi avocat à Toulouse dans ses jeunes années,
et qui a occupé des fonctions juridictionnelles en Andorre pendant 16 ans. Il a été procureur général, juge délégué d'appellation, président du tribunal de Corse, président pénal. C'est un magistrat qui s'appelait Jean Brunet, qui a toujours eu une influence. Alors, je pense à deux niveaux. Au niveau juridique et au niveau, entre guillemets, politique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu une grande influence au moment de la construction de l'organisation juridictionnelle actuelle, puisqu'il était le conseiller plus ou moins occulte de notre Parlement, de notre gouvernement à ce moment-là, et c'est lui qui a, dans un sens, dessiné l'organisation juridictionnelle actuelle avec un Conseil supérieur de justice qui nomme les magistrats, le fonctionnement des tribunaux. Il y a d'autres points qui viennent de la tradition, dont un qu'a cité Père Pastor, le fameux mandat de 6 ans. Quand je l'écoutais attentivement, comme je lis attentivement ses jugements, et je voyais bien la contradiction quand on nous parle d'un côté, il l'a relevé lui-même, de l'inamovibilité des magistrats et du mandat de 6 ans. Alors, mandat de 6 ans, c'était le mandat traditionnel, puisqu'avant la Constitution, les bails étaient nommés pour 6 ans. On a voulu continuer avec ce système qui, je pense, n'est pas un bon système. Alors, c'est toujours la même discussion. À la pratique, aujourd'hui, ça ne pose aucune difficulté. Les juges que nous avons, et je peux le dire très tranquillement, sont indépendants. Ils en ont donné des preuves. Il faut savoir qu'on est une petite communauté. Ce n'est pas toujours facile de juger dans une petite communauté. Et il y a des pressions. Je ne sais pas si les magistrats le reconnaîtraient aussi facilement. Moi, comme avocat, j'ai beaucoup plus de liberté de parole. Mais aussi, je peux dire que quand il y a eu des pressions, les juges ont su y résister. Mais la question, c'est quand on arrive en fin de mandat, à la 5e année, est-ce qu'on a la même force pour résister à la pression? Donc, c'est vrai que c'est un système qu'on devra à un moment ou l'autre modifier, mais avec la difficulté que cette durée elle est inscrite dans la Constitution, ce qui obligerait à modifier la Constitution. Sur d'autres points, il y a cette influence française, alors en particulier l'attribution des procédures par un tour automatique. Il faut savoir que précédemment, avant la Constitution, on pouvait choisir son juge. Donc, on avait, dans les dernières années, les années 80, 2 baillies, une épiscopale, une française, c'était le terme, sachant que la baillie française est siégée dans le bâtiment de la viguerie française. Donc, au point de vue de l'indépendance et des pouvoirs, ça posait quand même quelques questions. Mais le plaideur, il pouvait choisir. Alors, il y avait 2 magistrats dans chaque bailli et on pouvait rentrer sa demande au magistrat qu'on choisissait. Ce qui a quand même entraîné quelques difficultés. Un système assez pervers et qui a été annulé après la Constitution. Juste une mention, puisque je parlais des vigueries. Vous disiez le viguier, il était compétent en matière d'ordre public. Tout à l'heure, Pierre Pastor, vous citez un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, Drozd-Januzek. Alors, il faut savoir que ce recours avait été interposé. Ce Drozd-Januzek, ils ont été condamnés en Andorre pour un vol à main armée ou une tentative de vol à main armée. Et ils étaient détenus en France, puisque avant la Constitution, on pouvait choisir le lieu de détention. On ne restait pas détenu en Andorre, on partait soit en France, soit en Espagne. Eux étaient détenus en France. Et donc, ils avaient assigné l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme au motif que dans le tribunal de Corse dont on a parlé, dans le tribunal pénal, siégeait, et c'était vrai, le viguier épiscopal, puisque le tribunal de Corse, à l'époque, était constitué d'un magistrat, mais des 2 viguiers épiscopal et français. Le viguier français s'est fait remplacer très rapidement par un autre magistrat, mais le viguier épiscopal continuait à siéger. Il faut savoir que puisqu'il avait en charge l'ordre public, c'était aussi le chef de la police. Et donc c'était le motif du recours à Drozd-Januzek en disant, mais en fait, je suis détenu en France, c'est pour ça que la France est responsable, en vertu de décision de justice rendue finalement par le chef de la police qui présidait le tribunal qui m'a condamné. C'est vrai que la Cour a évité un peu ce débat-là et a choisi la solution qu'a mentionné tout à l'heure Père Pastor,
pour dire, mais non, finalement, les Français ne sont pas responsables de ce qui se passe. Voilà, si vous voulez, je fais un tableau un peu rapide, alors si vous posez des questions sur le système en général et l'influence de la juridique française dans ce système. Et là, puisque tout à l'heure il y avait une question, je me dois d'y répondre sur l'influence pratique du droit français en Andorre. Alors, c'est vrai que bien souvent, il n'y a pas une influence directe, c'est-à-dire il n'y a pas une négociation politique, mais il y a une analyse par les magistrats de différentes solutions, et ils peuvent retenir une solution française, droit français, une solution espagnole, ou faire un peu un mix entre les deux solutions pour résoudre les cas qui leur sont proposés. Là, j'ai essayé de centrer le débat sur l'acceptation par le droit andorran de solutions purement françaises ou successivement de solutions françaises et espagnoles. Parce que, je sais qu'il ne faut jamais le dire dans une université, la théorie c'est bien beau, mais la pratique c'est autre chose. Et l'influence, elle dépend essentiellement des magistrats à titre personnel. C'est-à-dire quand il y a un magistrat à tel endroit, on va voir apparaître plus de solutions françaises ou plus de solutions catalanes ou espagnoles. Parce qu'il y a des magistrats qui ont un certain charisme, et même si c'est des formations collégiales, ils arrivent à emporter la conviction des deux autres magistrats, alors que dans d'autres cas, si les trois magistrats sont plus ou moins à égalité, on voit que la solution qui se dessine est beaucoup plus consensuelle. Donc je vais vous citer 4 ou 5 exemples qui sont peut-être les plus remarquables. Le premier est assez amusant, c'est sur la forme des jugements. Ce n'est pas le style des jugements de Mimin, mais c'est la forme des jugements. Forme des jugements, parce qu'il y a des cultures différentes. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait de la culture des langues. Il y a des cultures différentes. Et sans vouloir évidemment vexer l'organisateur de la journée, qui est parfaite, m'a toujours expliqué, voilà, en Amérique du Sud, quand on veut expliquer quelque chose, on visite le jardin d'abord, on visite la maison et à la fin on explique. En Espagne, on visite la maison et à la fin on l'explique. Et en France, on explique de suite. Et dans les jugements, c'est tout à fait ce qu'on retrouve. C'est-à-dire en Andorre, il y a 2 types de jugements. Le jugement espagnol, où on visite la maison, le jardin, des fois le quartier, avant d'arriver à la solution, et le jugement style français, qui est beaucoup plus synthétique. Père Pastor, c'est plutôt le jugement style français. On a des bails ou des magistrats qui font des jugements de 30 ou 40 pages, comme on fait en Espagne. Quand vous lisez un jugement espagnol, c'est un jugement fortement motivé, avec énormément de doctrine. Et on reprend toute la jurisprudence, alors qu'en France, on a un souci d'efficacité. Et, par exemple, on vise les écritures des parties, on ne les résume pas. Dans un jugement style espagnol, on va résumer. Résumer, c'est-à-dire en gros les reproduire. Il y a 10, 15 pages, c'est la reproduction des écritures des parties. Alors, il y a certains magistrats qui vous disent, oui, mais c'est intéressant parce qu'à faire ce travail-là, on s'imprègne beaucoup plus des demandes et des arguments. Bon. Le fait est qu'en Espagne, la justice, elle est extrêmement lente. En Andorre, actuellement, non. Mais c'est vrai que ça représente une charge de travail très importante. Le tribunal supérieur de Perpignan, pour revenir à lui, quand il rédigeait en français, il rédigeait comme en France. Et donc, il y avait un jugement synthétique. Les baillis, à l'époque, rédigés à la manière espagnole, avec des jugements très très longs. Quand le conseiller juridique de la baillie française a cessé ses fonctions en 1983, si je me souviens bien, il était en place depuis 1944, il avait été malade pendant 3 ou 4 ans. Donc le nouvel assesseur juridique qui est rentré s'est retrouvé devant 300 ou 400 jugements à faire, voilà. Et comme il était de formation française, il avait lu un peu les jugements du tribunal supérieur, il avait été formé un peu par un magistrat français, le magistrat Brunet dont je parlais tout à l'heure. Il s'est dit,
je vais faire un jugement style français. Donc je vais viser les écritures, puis après je motiverai plus ou moins ma décision, je la motiverai, mais enfin sans en faire 40 pages, parce que j'ai énormément de cas à résoudre. Ce qu'il a fait. Et très rapidement derrière, il y a eu des recours en demandant la nullité du jugement parce qu'elle ne respectait pas les formes andorranes, pas sur le fond, mais sur la forme du jugement. Bon, finalement, le juge délégué d'appellation, qui à ce moment-là était un magistrat espagnol, a quand même admis cette forme-là, bon, qui était respectée depuis des années par le tribunal supérieur de Perpignan. Et ça lui était difficile, je suppose, de dire que si les jugements du bail n'étaient pas bons, ben ceux du tribunal supérieur non plus, ils ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, on se trouve un peu dans ce cas de figure. On a la salle administrative qui utilise plutôt la forme des jugements français, alors que la salle civile, à laquelle participe aussi M. Pastor, utilise plutôt, ou utilise tout le temps, la forme des jugements espagnols, c'est-à-dire des jugements beaucoup plus motivés. Alors, c'est vrai que pour les avocats, des jugements fortement motivés, c'est intéressant. Des jugements peu motivés ou, dans certains cas, pas motivés du tout de la salle administrative, il n'a pas siégé dans ce genre de jugement dont je peux en parler, c'est vrai que c'est beaucoup plus gênant. Mais ce qui est assez intéressant à voir, c'est que la salle civile, elle est constituée de 2 magistrats espagnols, un magistrat français, et finalement, c'est les magistrats espagnols qui ont plutôt imposé leur manière de faire. Alors que la salle administrative, qui était jusqu'à maintenant, puisque ça vient de changer depuis la nomination de M. Pastor, la salle administrative qui était constituée de 2 magistrats espagnols et un professeur, je pense, de l'université de Toulouse, M. Planier, c'est M. Planier qui a convaincu les 2 autres d'utiliser la forme des jugements français. Ce que je disais tout à l'heure sur finalement le charisme du magistrat. Un autre point intéressant, parce qu'en Andorre, il a porté pas mal de controverses parce qu'il avait un intérêt économique important. C'est un vieux style de vente que je pense qu'on ne doit plus du tout pratiquer en France. Ça s'appelait la vente à réméré. En Andorre, c'est la vente à carte de grâce qui était finalement et en réalité un moyen de financement. Il n'y avait pas, en particulier fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, de banque en Andorre, et les gens qui nécessitaient un financement utilisaient cette figure. C'est le pacte de rétrovente, c'est-à-dire je te vends un terrain et je vais pouvoir te le racheter à tel prix. Donc, de temps en temps, le prix était augmenté pour tenir en compte les intérêts. Ça fonctionnait très bien, tant qu'on était dans une économie de subsistance, et ça a commencé à se dérégler après la Deuxième Guerre mondiale, compte tenu de l'augmentation des prix du foncier en principauté d'Andorre. Il s'est posé le problème de la prescription de ce type de vente, puisqu'il y a des plaideurs qui sont venus réclamer le rachat de terrain sur des prix fixés 30 ans à l'arrière, alors qu'évidemment le terrain valait 1000 fois plus. Là, il y avait une jurisprudence catalane et espagnole qui disait que cette figure de vente à réméré était imprescriptible. Et donc, il y a plusieurs jugements du tribunal supérieur de la Mitre qui retenaient l'imprescriptibilité et donc qui obligeaient les gens à rendre les terrains en contrepartie du prix qui avait été fixé 30 ou 40 ans avant, en laissant de côté évidemment la figure de la lésion pour ultradimedium. Et c'est vrai que le droit finalement dépend de la société. Le droit, c'est pas désincarné, et on est obligé de tenir en compte ce qui se passe à la pratique et réellement au jour le jour. Et donc il y a eu d'abord une première inflexion de la jurisprudence espagnole, mais pas du tribunal supérieur de la Mitre, en 1958, où il y a eu un jugement du juge délégué d'appellation. Alors, discutant s'il pouvait ou non y avoir prescription,
pour arriver à la conclusion que dans le cas d'espèce, il ne pouvait pas y avoir de prescription. Mais il avait ouvert une porte. Et finalement, en 1961, c'est le tribunal supérieur de Perpignan qui a, par un jugement, dit que s'appliquait la prescription trentenaire pour évidemment couper court à toutes ces difficultés. Et là, cette prescription trentenaire, c'était... Alors évidemment, quand ils le rédigent, ils ne le disent pas comme ça, mais c'était une importation directe du droit français dans le droit andorran. Je crois qu'une importation heureuse, parce que ça portait énormément de difficultés. Moi, j'ai eu à connaître quelques ventes de ce type dans les années 80. Et c'est évident, il y avait vraiment, j'ai dit tout à l'heure, une disproportion de 1 à 1000 ou de 1 à 1 million. Les prix n'avaient plus rien à voir entre une vente faite en 1930 et 1940, les prix de l'immobilier en Andorre dans les années 70-80. Troisième point que je voulais aborder, pour revenir sur le charisme des magistrats et l'influence qu'ils peuvent avoir directement. C'est dans le domaine pénal. Il y a eu un code de procédure pénale, parce que là aussi j'ai apprécié, on est passé très vite, on a un code de procédure pénale, on a un code pénal, oui, on a un code pénal depuis 1986 et un code de procédure pénale depuis 1989. C'est-à-dire, on était quand même un peu en retard au niveau du respect des garanties, puisqu'avant ces dates-là, c'était comme l'absence du code civil, la jurisprudence qui décidait, et on ne savait pas trop où on allait. Un code de procédure pénale qui a été inspiré du droit espagnol. C'est assez clair, notre code pénal est aujourd'hui inspiré du droit espagnol, notre code de procédure pénale est inspiré du droit espagnol. Moi, à titre personnel, j'ai énormément de réserves là-dessus. Mais peut-être pour m'expliquer très, très clairement et très franchement, le droit espagnol, c'est une analyse personnelle, d'autres avocats ne la partagent pas, il est quand même inspiré d'un droit d'essence franquiste. Et il est peu garantiste, à la différence du droit pénal français. Le droit pénal français, on a des définitions claires, on sait ce qu'on peut faire et on sait ce qu'on ne peut pas faire. Dans le droit pénal espagnol, on n'a pas de définition claire et beaucoup d'actes qui ne seraient pas poursuivis en France peuvent l'être en Espagne. C'est-à-dire, pour une analyse doctrinale, ça semble beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant, parce qu'on peut discuter beaucoup plus le droit. Devant les tribunaux français, on discute beaucoup plus la peine. Moi, je me souviens que, et c'est un magistrat espagnol qui me l'expliquait, quand Brunet présidait le tribunal de Corse en Andorre, à la fin d'une audience, il se tournait vers les magistrats espagnols et leur disait « Bon, et ça, combien ça vaut ?» Et la première fois qu'il leur a posé la question, ça les a beaucoup surpris, parce qu'eux étaient sur leur schéma où d'abord on va étudier le droit et après on verra quelle peine. Et alors le droit espagnol, c'est un droit extrêmement complexe, où en particulier la tentative est réprimée, mais les actes préparatoires sont réprimés, alors qu'ils ne le sont pas en droit français. Et c'est pour ça que je le trouve beaucoup moins garantiste. Je ferme la parenthèse là-dessus. C'est une de mes marottes. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je reviens sur le droit pénal. Notre code de procédure pénale, inspiré donc du droit espagnol, il prévoit que quand on veut formuler une constitution avec partie civile devant le juge d'instruction, on doit donner des éléments d'identification de la personne contre qui on dirige la constitution de partie civile. Jusqu'en 2003, c'est-à-dire tant que le président du tribunal de Corse a été français, on a admis qu'on pouvait formuler une constitution de partie civile contre X, qu'on n'avait pas d'éléments d'identification suffisants. Et le juge d'instruction pouvait instruire. En droit espagnol, on ne peut pas. Et on doit déposer plainte à la police. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir intérêt à un moment donné de saisir un juge d'instruction et pas la police pour faire une enquête. Je parle pour le plaignant, évidemment. Et donc jusqu'en 2003, ça n'a posé aucune difficulté. C'est l'interprétation réellement importée du droit français. Et on a très très bien fonctionné comme ça. 2003, changement de magistrat. Et à ce moment-là, il y a eu une plainte en Andorre, une constitution de partie civile contre X dans une affaire complexe qui en plus
avait une certaine résonance publique et complexe dans le sens où il était très difficile d'identifier les éventuels et supposés responsables. C'est un problème de santé publique, et les problèmes de santé publique sont tous extrêmement complexes. Et à ce moment-là, le magistrat qui avait pris la présidence du tribunal de Corse, qui était un magistrat espagnol, qui est actuellement d'ailleurs le président de la salle pénale du tribunal supérieur, a rendu une décision en disant « Ah non, il n'est pas possible de faire constitution de partie civile contre X, soit vous m'identifiez les personnes, soit c'est classé. » Et donc on a eu un renversement total de situation, c'est-à-dire acceptation d'une solution de droit français dans un premier temps, et annulation totale de la solution française et solution espagnole dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, on est sur cette solution espagnole, et c'est réellement dû à l'intervention du magistrat qui a su convaincre à ce moment-là les deux autres magistrats qui siégeaient qu'il fallait revenir sur cette interprétation. Prudemment, d'ailleurs, dans sa décision, il ne parle pas de l'interprétation précédente, sinon qu'il dit, le texte dit qu'il faut donner des éléments d'identification. Ici, il n'y a pas des éléments d'identification, c'est une plainte qui disait les personnes responsables à déterminer entre 1985, je crois, c'était la date de départ, jusqu'à 1995, donc c'est vrai qu'il y avait un certain flou. Mais dans ce type d'affaires, il était aussi clair qu'on ne pouvait pas saisir la police. La police n'avait pas du tout les moyens d'enquêter. Ce n'était pas une plainte pénale dans le cadre du droit pénal traditionnel. Donc là, vraiment, on voit les deux solutions qui se sont contrebalancées l'une après l'autre. Si on reste sur le terrain pénal, une autre des solutions du droit français qui a été importée et qui est toujours en vigueur, et je pense que c'est une excellente chose, c'est le système d'évaluation des dommages et intérêts. Alors là aussi, il y a deux systèmes très différents, le système français et le système espagnol. Le système espagnol est un système très complexe sur la base d'un barème, et un barème qui est fixé par rapport aux séquelles. Mais par rapport aux séquelles, par exemple, un bras coupé, ça vaut tant, une jambe coupée, ça vaut tant. Et il y a une somme. On n'a pas du tout l'utilisation du barème français. Tout à l'heure, Père Pastor parlait du barème de Padovani, notre barème qui s'applique pour la sécurité sociale, accident du travail. Notre barème qui est connu en France, c'est le barème Rousseau, dont le professeur Chartier parle dans ses œuvres sur l'évaluation du dommage corporel. Et c'est cette solution française qui a été directement importée en Andorre. Donc, à la suite de l'accident de la circulation, c'est l'hypothèse la plus commune. Il faut savoir que, tout à l'heure j'en ai parlé très rapidement, la Lex Aquilia, on n'a pas de loi Badinter en Andorre. Dans les accidents de la circulation, c'est soit la Lex Aquilia si on est sur le civil, soit une plainte pour coups et blessures involontaires, on pourrait dire, devant les juridictions pénales. Et comme les compagnies d'assurance ont une certaine réticence à payer des indemnisations, il faut reconnaître que c'est un contentieux qui prend quand même beaucoup de place, en particulier devant les juridictions pénales. Et donc, à travers l'intervention des magistrats français qui étaient au tribunal de Corse à l'époque, on a appliqué ce qu'on pourrait appeler, c'était il y a quand même quelques années en arrière, l'ancêtre de la nomenclature d'Entillac, c'est-à-dire l'IPP, l'ITT, le préjudice esthétique, le préjudice agréable, le precium doloris. Et c'est allé jusqu'au point où les médecins légistes andorrans, dont certains étaient de formation française, ils dominaient ce mode d'évaluation, mais d'autres étaient de formation espagnole et ils le méconnaissaient totalement. Le cas de la responsable du service de médecine légale actuelle, ils ont été obligés de se recycler pour pouvoir faire des expertises sur la base du système français, qui, à l'usage, mais là aussi c'est ces appréciations personnelles, me semble plus objectif pour pouvoir évaluer les dommages et intérêts. On a donc ce fameux barème de Rousseau qui permet d'évaluer les séquelles. On a
non pas comme la Cour d'appel de Toulouse qui, il y a quelques années en arrière, avait édité un barème qui a été fort critiqué. Vous pourrez répondre. Oui, je sais. On a un barème pour toutes les cours d'appel du Sud, en France, pour justement éviter l'aléa Voilà. judiciaire. Si vous avez un accident à Roche, c'était 1 000 euros de préjudice estimatif. À Toulouse, c'était 2 000 euros. Voilà. Et nous, le tribunal de Corse publie régulièrement, tous les 5-6 mois, un barème. Un barème, c'est en vérité la recopilation de toutes ces décisions en nous disant, ben voilà, IPP, tant pour cent, telle somme, Precium Doloris, 3 sur 5, telle somme, et donc ça nous donne une indication pour ce qu'on peut réclamer et pour ce qu'on peut obtenir. Ce qui a un autre avantage, c'est que ça diminue le contentieux. Parce qu'aujourd'hui, pour négocier avec les compagnies d'assurance, on a des bases claires. On peut tout à fait aller voir la compagnie en disant, bon, mais voilà, si on va à une procédure, en gros, c'est ce qui va sortir, négocions sur cette base-là, et pas de procédure. Procédure pouvant être, dans certains cas, assez longue à l'Andorre, c'est quand même extrêmement bénéfique pour les victimes. Dernier exemple que je vous donnerai, après je répondrai à toutes vos questions si j'y arrive, c'est le droit du travail. Alors, tout à l'heure aussi, on vous a expliqué, moi je vous ai dit, les affaires, elles sont réparties par tour automatique. C'est la loi qui le dit. Sauf au tribunal supérieur. Cette loi-là, ils n'ont pas dû la lire. Et les magistrats se sont spécialisés. Alors, en réalité, je pense, et je l'ai déjà dit publiquement quand j'étais bâtonnier de l'ordre, c'est une excellente chose d'avoir devant soi des magistrats spécialisés dans certaines matières. Ils se sont répartis le travail. Droit du travail, donc, pour le président du tribunal, qui est un magistrat français. Droit des successions, parce que le droit des successions est très inspiré du droit catalan pour les magistrats catalans. Je crois que c'est beaucoup plus efficace que cette attribution automatique où chacun devrait tout faire. Donc, droit du travail, une des solutions qui a été implantée, et elle qui venait totalement à rebours de la coutume andorrane. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la coutume, alors il faut savoir, M. Pastor, très prudemment, lui, là, il s'est limité à parler de la coutume praeter legem, mais il faut savoir qu'en Andorre, les tribunaux ont accepté à un moment donné. Maintenant, le tribunal constitutionnel n'est plus du tout d'accord, la coutume contra legem, en particulier le problème des prête-noms, où il y avait une coutume d'avoir des prête-noms, alors qu'il y avait un texte qui l'interdisait, et les tribunaux andorrans ont accepté cette coutume contra legem, et Brutais, d'ailleurs, je pense que M. Rouliac aussi, dans ses livres, il parle de cette fameuse coutume contra legem. Donc c'est passé à la trappe, et aujourd'hui on est au moins plus ou moins recentré sur la coutume praeter legem. Un des principes essentiels du droit andorran, c'est l'autonomie de la volonté. Le droit andorran, il consacre un droit contractuel finalement, et ce que décident les parties, sauf atteinte à l'ordre public, ne peut pas être modifié. Et ça, c'est du droit jurisprudentiel, c'est de la coutume, c'était très clair. En droit du travail, ça a posé une difficulté. Ça a posé une difficulté pour les reçus de solde de tout compte. Quand on licenciait quelqu'un, on lui payait ou on ne lui payait pas une indemnité. Tous les cas de figure pouvaient se présenter, mais on lui faisait signer un reçu pour solde de tout compte, où il renonçait à toutes les actions judiciaires. Et c'était systématique. Et pendant des années, ces reçus avaient pleine validité, et les tribunaux les acceptaient, ça empêchait de faire une action judiciaire pour réclamer ce qui en réalité était dû. On sait tous que la relation entre employeurs et salariés, même licenciés, ce n'est pas une relation d'équilibre. Et donc, bien souvent, l'employeur forçait ou obligeait son salarié à signer un reçu de solde de tout compte. C'est le raisonnement très basique. Je te dois 100, je te paie 50, et tu me signes que tu es content. Et si tu ne me signes pas que tu es content, ben je te paie ni 100 ni 50, je ne te paie rien. Tu fais une procédure. La procédure elle va durer 4 ou 5 ans, et pendant ce temps, je ne paie pas.
Alors, je dis la procédure a duré 4 ou 5 ans parce qu'il y a 3, 4, 5 ans en arrière, on avait encore des problèmes de longueur de procédure. Depuis, il est vrai qu'au niveau de la baillie, essentiellement, pas du tribunal supérieur, au niveau de la baillie, ça a été corrigé. On a aujourd'hui des jugements qui sont dictés dans des délais raisonnables, mais, on en a parlé très rapidement tout à l'heure aussi, ils ne sont pas exécutés. Donc c'est une autre difficulté. Avoir un jugement qui n'est pas exécuté, ou quand l'exécution dure 4 ou 5 ans, alors que la procédure a duré 2 ans, ça pose quand même quelques interrogations. Pour revenir au reçu de solde de tout compte, le président du tribunal supérieur, M. Villemin, qui était, puisque je pense qu'il est à la retraite aujourd'hui, mais qui était magistrat à la cour d'appel de Toulouse après avoir été président du tribunal de grande instance de Perpignan et aussi président, le dernier président du tribunal supérieur de Perpignan dans sa formation ancienne, a implanté directement la solution de la Cour de cassation française en Andorre en disant que le reçu de solde de tout compte, il ne vaut que pour les sommes inscrites dans ce reçu-là et qu'à partir de là, on peut réclamer tout le reste. Et là, c'est une solution qui a été acceptée et qui est devenue du droit andorran. Je ne pense pas qu'un seul magistrat, ni même aucun avocat aujourd'hui ne le mette en doute. Voilà, donc c'était les 4-5 exemples que je voulais vous donner. Et peut-être pour finir, parce qu'on parlait dans la présentation de la place du juriste andorran face à l'Europe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période de changement. On est en train d'intégrer en Andorre des directives européennes. On a signé un accord d'union monétaire il y a peu qui entraîne une intégration dans la législation. Alors je dis intégration parce qu'on ne sait pas encore bien comment ça se fera. Si on intégrera directement, si on votera des lois qui reprennent les thèmes de toutes les directives européennes relatives à l'euro. Certains pourraient me dire, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'euro d'ici 18 mois, donc vous n'aurez peut-être pas besoin d'intégrer toutes les directives. Mais bon, espérons que l'euro continuera et on a un délai, donc, je crois, entre 1 an et 6 ans pour intégrer toutes ces directives européennes. On a intégré d'autres directives européennes qui sont les directives MIFID sur les services financiers et qui régissent déjà nos banques. Voilà, la réflexion que je ferai avec prudence et modestie, évidemment, c'est qu'il me semble que le fait qu'on jongle finalement entre 3 droits, le droit andorran, je plaisantais un peu avec le droit romain, mais c'est vrai que malgré tout, on le tient en compte, et comme le droit catalan ancien, le droit français et le droit espagnol. Alors j'ai l'impression que ça donne des armes aux juristes andorrans pour pouvoir résister à l'invasion du droit européen. Sans doute, ça posera d'autres problèmes en Andorre, vu notre taille. L'application de ces directives, je pense que de plus en plus, on aura une intégration de directives européennes. Il est difficile de penser que l'Andorre puisse perdurer sans s'intégrer beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'Europe. De l'autre côté, aujourd'hui en Andorre, il y a des projets très avancés d'ouverture économique. Parler rapidement des prête-noms. Il y a déjà eu une loi d'investissement étranger qui n'était pas très performante. Elle va être modifiée. Je pense qu'on va avoir une loi beaucoup plus ouverte. Je pense que notre gouvernement veut réellement ouvrir l'économie andorrane. Et à titre personnel, moi, je partage tout à fait cette analyse, puisque j'ai réussi à convaincre les avocats andorrans d'accepter l'ouverture de la profession d'avocat, ce qui n'était pas le plus facile. Mais je crois que justement, le fait qu'on ait eu à jongler tous ces temps-là entre ces 30 secondes, Monsieur l'horloge a parlé, entre ces 3 droits, ça nous donnera des armes pour le futur. Et je crois que justement, pour cette jonglerie, un centre de droit comparé, c'est le meilleur endroit. Merci.